continue sur la scène du Hub Forum à parler de confiance et à parler de données ce matin. Vous le savez, on va tout de suite essayer de comprendre comment cette data, comment cette donnée peut être le carburant d'un marketing agile. On va parler créativité, vitesse et impact tout de suite avec Warner Bros et Adobe Mob. Simon, Yanis, je vous attends. Messieurs, je vous laisse prendre un micro au passage, choisir votre canapé ou votre fauteuil, c'est comme vous le voulez. Vous êtes ici chez vous. Et on passe avec un nouveau secteur, une nouvelle industrie justement, avec ce cas pratique pour tous les deux. On entre dans l'industrie de l'entertainment qui évidemment a subi beaucoup de mutations et est challengée en ce moment. Warner Bros aujourd'hui, Simon, c'est quoi exactement ? On a, nous évidemment, beaucoup avancé sur les sujets de data depuis pas mal de temps. On travaille entre autres avec Adobe Mob sur une partie de ces sujets. Yanis, tu veux peut-être te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yanis Yaoui et je suis cofondateur et CEO d'Adobe Mob. Donc, Adobe Mob, avant tout, c'est une start-up qui a été créée en 2014, à la base sur le mobile comme son nom l'indique, et qui aujourd'hui en fait a pour métier de monétiser des données online et offline exclusives avec une forte volumétrie, pour répondre à deux enjeux pour les annonceurs et les agences médias. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'analytics, donc analyser les cibles marketing de nos clients via notre data. Et la deuxième partie, c'est un enjeu d'activation média, donc rendre l'activation média beaucoup plus personnalisée, notamment en cross-device, et donc beaucoup plus efficace aussi. On est une société de 90 collaborateurs présente dans 4 pays. On travaille pour plus de 200 clients. Et on a notamment la chance de travailler avec Labellium, qui est l'agence conseil de Warner, ainsi qu'avec Simon et ses équipes, depuis maintenant 3 ans. Simon. Warner Bros est connu, mais beaucoup moins que nos franchises principales. La première, c'est DC Comics, c'est Batman, Superman, Wonder Woman. La deuxième, c'est Harry Potter et les Animaux Fantastiques, dont le nouvel opus sort au cinéma le 14 novembre. Tous ces titres et toutes ces franchises cumulées, c'est 70 titres par an sur le cinéma, la vidéo, le jeu vidéo, les produits dérivés, les parcs à thème. Il y a une mission commune à tous les acteurs de l'entertainment, du divertissement, de Disney à Ubisoft, en passant par nous, c'est de créer une relation souvent passionnelle, le plus souvent passionnelle et au minimum engageante entre nos contenus et nos consommateurs. Et ce qui change, il y a 2 mouvements de fond assez importants en ce moment. Il y en a un premier qui évidemment qui livre cette bataille pour le temps du consommateur et donc pour la préférence. Et le deuxième, c'est comment elle est menée cette bataille. Premier mouvement de façon très rapide, c'est évidemment les nouveaux acteurs. Google, Amazon, Netflix, Facebook se positionnent tous sur le contenu afin d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur. En réaction, il y a un mouvement de concentration jamais vu dans le divertissement en ce moment, puisque Disney et Fox fusionnent et Warner Bros fusionne avec AT&T. Et ce qui amène au deuxième point, qui est la façon dont on livre cette bataille. Et cette bataille aujourd'hui, évidemment, qui est celle du temps du consommateur et de la relation, elle se mène sur le digital et la data. L'ADN de ces géants du digital qui rentrent, évidemment, dans ce secteur le montre bien. On a la chance, nous, en France, d'être un territoire pilote pour le groupe sur l'ensemble de ces sujets. Et encore une fois, on le dit beaucoup et sur tous les secteurs et industries, mais c'est vrai qu'on est rentré dans une course pour le temps, pour l'engagement, pour la monétisation de ces audiences-là. Concrètement, comment est-ce que la data chez Warner Bros, elle devient clé de performance et comment est-ce qu'elle aide à engager cette discussion émotionnelle ? Alors, la data, j'ai souvent tendance à dire que c'est le langage que parlent nos marques et nos consommateurs. C'est donc vraiment l'expression de cette confiance, de cette envie qui se crée. Donc en fait, c'est même plus qu'une clé de performance, c'est une stratégie absolue, c'est un asset absolu pour tous nos besoins. Nous, on a commencé en 2019 avec un programme qui s'appelle My Warner, qui est un programme d'engagement. On a 2 millions de fans. C'est très bien 2 millions de fans, mais c'est pas assez pour parler aux 45 millions de Français qui chaque année vont en salle voir un film au cinéma. Et donc très tôt, le programmatique, dès 2014, nous a évidemment beaucoup aidé à dialoguer avec ces millions de consommateurs. On a beaucoup utilisé les jumeaux statistiques, on a beaucoup utilisé la géolocalisation dans les salles de cinéma pour bien faire ce travail-là. Et puis, chemin faisant, ce travail sur le programmatique nous a amené vers l'innovation constante. On fait à peu près plus de 90 tests par an. D'ailleurs, je lance un appel à candidature. On est très consommateur, donc si vous connaissez ou si vous êtes vous-même une solution innovante, vous avez mon contact Twitter. Et cette innovation constante, elle nous a surtout permis de recruter
des talents nouveaux. Quand on a des data scientists, docteurs en physique des particules, quand on a des chefs de projet e-commerce, on a évidemment une variété de métiers qui amènent des choses très différentes et qui non seulement vous amènent de la perf, mais aussi évidemment vous transforment votre industrie. Donc il y a cette course au talent évidemment qui est très importante. Il y a aussi le fait de savoir nourrir ses collaborateurs de cette nouvelle culture de la data, j'imagine. Ça va faire partie des enjeux forts de l'année pour toi. Alors, c'est une partie des enjeux. Cette année, on a eu aussi un grand enjeu, c'était Donald Trump et le gouvernement américain qui étaient vent debout contre la fusion. Donc on a passé ça, on s'est reconcentré sur des choses un peu plus pragmatiques. Vraiment, le sujet pour nous, ça a été de dire les frontières disparaissent. Les frontières entre le B2B, le B2C, le offline, le online, enfin, on est vraiment à un moment, je trouve, assez formidable où tout disparaît. Mais c'est très déstabilisant, parce que ça veut dire aussi que les frontières entre les métiers disparaissent. Donc on utilise la data comme un langage entre l'ensemble des métiers. C'est la direction générale, c'est le chef de produit, c'est les experts data, c'est les responsables commerciaux, et voire même d'ailleurs nos partenaires, salles de cinéma ou autres. Et ces frontières qui symbolisent dans les métiers, elles nous forcent en fait à réinventer les modes d'organisation, parce que vous avez deux solutions. Soit vous trouvez que les fameux moutons à 5 pattes, des gens qui sont très bons partout, qui savent tout faire, qui savent vendre, qui savent négocier, qui savent lire la data, qui savent la traiter. Il y en a peu, et de toute façon leur temps il n'est pas extensible. Et puis il y a l'autre façon qui est d'organiser un peu différemment votre activité. Alors comment on fait justement pour pouvoir réunir tous ces ingrédients, les faire prendre et booster les résultats, puisque on imagine bien qu'en fin de compte, c'est ce qu'on veut réussir à faire. Nous, notre réponse, et c'est le début d'une réponse, on n'est pas du tout encore arrivé au terme de ce long voyage, c'est ce qu'on appelle le marketing agile. Dans les grandes lignes, il y a 4 principes fondamentaux. Le premier, c'est d'avoir un produit qui n'est pas parfait, mais que vous lancez assez vite sur le marché, qu'on appelle le MVP dans le jargon de l'agile, c'est le produit minimum viable. Le deuxième, c'est que vous devez organiser le feedback consommateur, donc la data. Et le troisième, c'est que vous devez évidemment itérer sans cesse, très constamment et de façon régulière envoyer ça. Et puis le quatrième point, qui est peut-être le plus important à mes yeux, c'est que vous devez organiser des communautés de gens dont les métiers n'ont rien à voir, et vous devez absolument trouver les outils, on utilise beaucoup Trello, Stack ou les autres, pour les faire communiquer ensemble. La grande chance qu'on a dans notre business entertainment, c'est que le MVP, il existe depuis la nuit des temps. Et c'est la bande-annonce. La bande-annonce, en fait, c'est le produit qu'on va montrer à des millions de consommateurs, raffiner, jusqu'à ce que ça vous donne envie d'aller voir le produit final et d'aller consommer le produit final. Donc on a cette chance-là, on a, je vous en parlais tout à l'heure aussi, des équipes un peu différentes, et on l'utilise pour 3 missions principales. La première, c'est la créativité. On a cette itération, sur un film, on peut avoir jusqu'à 60 bandes annonces. Donc on sait assez vite et assez bien, grâce à la data, ce qui marche, scène par scène, skip par skip, comment on peut améliorer ça. Et donc on peut aussi même micro-targeter sur des films qui ont des propositions de valeur assez larges. Le deuxième, c'est la rapidité, la capacité à écouter et parler très vite aux consommateurs. Aujourd'hui, on arrive, créa comprise, à lancer des campagnes en moins d'1 minute, en travaillant sur l'intégration de travail d'une start-up et des GAFA, à créer vraiment cette rapidité essentielle. Dans un autre ordre d'idées, on a aussi, par exemple, travaillé beaucoup sur nos KPI d'impact. En les traitant nous-mêmes, on a divisé par 5 le temps de traitement, c'est-à-dire le temps de traitement de la notoriété, de l'envie, qu'on a pu réorganiser et réinternaliser. Et puis le dernier point, c'est l'impact. On a quand même besoin évidemment non seulement de parler à des millions de consommateurs, mais de les convaincre. Parler c'est bien, convaincre c'est quand même mieux. Et l'enjeu est quand même plutôt aujourd'hui travailler entre autres avec des solutions innovantes. On l'a fait avec Adotmob, y compris sur le offline. On utilise les données mobiles pour définir par exemple quel investissement publicitaire en affichage par exemple est le plus à même de maximiser mon business en salle. Et j'imagine évidemment que quand on parle d'agilité, c'est là où Adotmob entre en ligne de compte. Yanis, comment justement tu as pu apporter, toi, avec Adotmob, cette touche-là d'agilité, de plus de facilité, de simplification aussi, peut-être des process pour aller engager avec ces audiences ? Déjà, pour pouvoir aider nos clients comme Warner à adopter une stratégie marketing agile, il faut qu'on reste une organisation agile en grandissant. Donc pour ça, on s'appuie vraiment sur 4 piliers qui sont fondamentaux et qui se développent au fur et à mesure de l'histoire de la société. Le premier pilier, c'est la tech. Le deuxième, c'est la data. C'est pas très original. Le troisième, c'est la créativité. Et le quatrième, c'est les insights. La tech, dans un premier temps, je vais passer vite là-dessus, mais on a pris un parti pris qui était un peu fou à l'époque, en 2014, dans un marché où il y avait uniquement du service, de créer tout un stack technologique, donc DSP, DMP,
et solutions créatives, pour avoir énormément de flexibilité. On s'est rendu compte en fait que cette technologie nous apportait beaucoup d'agilité, dans le sens où, au départ, notre principal avantage compétitif, je pense que c'était la verticalisation, dans un contexte où il y avait extrêmement peu d'investissements sur mobile. En 2017, on a vu une croissance des investissements programmatiques sur mobile s'opérer. Et les acteurs généralistes qui avaient beaucoup plus de clients que nous et par définition un meilleur time to market que nous, se sont engouffrés dans la brèche et ont commencé à nous prendre des parts de marché. Et à ce moment-là, le fait d'avoir de la technologie, ça nous a permis en fait de créer un graphe à partir notamment des données de vente privée, qui est notre actionnaire, comme vous l'avez compris, pour remonter sur le desktop et devenir en fait un acteur généraliste. Sans avoir eu de technologie, ça aurait été extrêmement compliqué pour nous, en nous greffant à des plateformes existantes, d'avoir cette agilité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la data. Aujourd'hui, on concentre énormément de sources de data différentes. Évidemment, les 20 millions de logués de vente privée en France, donc de la donnée sociodémographique déterministe, mais aussi commerçante. Pour aller plus loin que cette donnée de vente privée et pour justement éviter d'être trop comparé à ces acteurs qui utilisent de la donnée e-commerçante, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher des données offline, comme le disait Simon. On a noué pas mal de partenariats avec des éditeurs où, quand les utilisateurs en fait acceptent de nous confier leurs données de géolocalisation, on a accès à plusieurs dizaines de points de géolocalisation par jour, nous permettant ainsi, en fait, dans une dimension cross-device, d'avoir accès à un profil logué via vente privée et d'avoir aussi accès à son comportement dans la vie réelle. Le dernier point, la donnée historique qu'on utilise, c'est la donnée d'historique de navigation, qui du coup nous permet de définir des profils en fonction de leur pattern, aussi bien sur desktop que sur mobile. Cette data, en fait, elle n'aurait pas de valeur si on ne faisait pas appel à la créativité. Donc on a internalisé toute la partie studio, la capacité en fait à développer des formats et à les diffuser de la même manière sur n'importe quelle plateforme programmatique dans le monde. Et l'exemple qu'on pourrait donner, je pense, de nos collaborations avec Labellium et Warner concernant ces deux sujets, donc data et créativité, c'est un exemple qu'on a effectué pour Rampage, qui à mon avis illustre assez bien l'utilisation de ces deux assets chez nous, puisque en fait on va médiatiser le film Rampage du début jusqu'à la fin du cycle du produit. Donc du lancement en fait du film, avec dans un premier temps un ciblage qu'on a mis en place avec l'agence sur du 18-34 ans sur vente privée loguée, hommes, plus un ciblage intentionniste cinéma, donc des gens qui ont consulté régulièrement des billetteries sur vente privée. On va leur adresser une première bannière sur une première opération. Ensuite, en fonction de leur réaction, on va réengager les gens en fait avec un pré-roll avec du DCO, donc notamment l'adresse du cinéma le plus proche, et on va mesurer ensuite, comme proxy de conversion, la visite en cinéma, pour être capable d'adresser en fait des indicateurs de performance dans un contexte où Warner n'a pas forcément accès tout le temps aux ventes dans les cinémas. Et la dernière partie, la sortie du DVD, on va réengager en fait les gens qui se sont engagés lors des deux premières opérations. Donc on arrive vraiment en fait à combiner cet aspect data et créativité pour scénariser et raconter une histoire de bout en bout aux consommateurs. La dernière partie qui est concomitante aux deux précédentes, c'est la partie Insight, qui est une cellule qui a été créée il y a à peu près 1 an chez nous, où en fait le but de cette cellule, c'est vraiment de vulgariser tout l'aspect data, tout le reporting, et de faire comprendre à nos clients en fait quels ont été les enjeux sur leur campagne, quelles devraient être les recommandations médias pour une prochaine campagne, notamment en définissant les personas qui ont le mieux réagi aux campagnes. Donc voilà, on s'adapte vraiment aux stratégies de nos clients en se basant sur ces 4 piliers-là. L'agilité est donc de mise de chaque côté de la chaîne de valeur. Mais alors justement, on parlait très rapidement tout à l'heure de la course au talent, de ce besoin aussi d'aller recruter les meilleurs cerveaux au meilleur moment pour pouvoir mettre en place des stratégies de marketing plus agiles et plus créatives. Toi, tu portes quel regard sur cette course au recrutement en termes de marketing agile ? Je pense qu'il y a 2 pans. Il y a ce qu'on voit chez nos clients et ce qu'on essaye de faire chez nous pour s'adapter à ça. Ce qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est qu'il y a une espèce de délinéarisation en fait, des parcours professionnels. On voit de plus en plus en fait, d'annonceurs qui staffent leur cellule média ou leur cellule marketing avec des profils qui viennent du core business, notamment parce que leurs business sont de plus en plus disruptés et que je pense qu'avoir une expertise business pour gérer le média et le marketing, c'est assez intelligent. De notre côté, en fait, c'est un raisonnement un peu similaire, mais au départ, quand on recrutait des profils, je me rappelle des premiers profils commerciaux qu'on a recrutés, on réfléchissait vraiment aux compétences qu'ils avaient à un instant T. Aujourd'hui, on le fait toujours, mais on réfléchit à si on peut avoir des profils plus agiles. On essaie de se projeter avec nos profils, notamment dans le fait de savoir s'ils vont pouvoir s'adapter aux évolutions du marché. Donc, est-ce qu'ils seront capables demain de vendre un produit qui est totalement différent dans un contexte où tout change extrêmement vite avec les gros acteurs qui captent la majorité de la croissance du marché, et savoir aussi, surtout, s'ils vont être capables de s'adapter au business de nos clients pour leur proposer des recommandations beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus fiables. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a l'émergence d'un nouveau profil qui est un peu la mine d'or de notre marché en ce moment, c'est le profil mixte
ingénieur, école de commerce. C'est ce profil, en fait, c'est ce geek compréhensible qui va être une personne en fait, qui va être capable de retranscrire des choses extrêmement complexes au client, de l'expliquer, de le rendre activable. Dans un contexte où il y a encore 2 ans, je pense que énormément d'annonceurs, d'agences, etc. mystifiaient la technologie, valorisaient énormément l'aspect technologique sans forcément comprendre ce qu'il y avait derrière. Je pense qu'il y a eu une grosse part d'ombre à ce moment-là. Aujourd'hui, les clients ont vraiment envie de comprendre et donc ces profils ont énormément de valeur et à mon avis, c'est les profils qui auront le plus de valeur demain. Et le dernier point, je pense, au-delà en fait, du recrutement, c'est vraiment la formation et la fédération des talents. Je pense, chez nous en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer une culture de la curiosité, vraiment une culture du pourquoi. Et dans ce sens-là, en fait, on choisit parfois des profils juste pour leur dimension, pour leur curiosité, vraiment pour pas forcément pour leurs compétences. J'ai un exemple, on a un de nos commerciaux qui est très très bon, qui s'appelle Antoine, qui en fait a fait 2 ans d'analyse financière à la Société Générale, il n'avait jamais vendu de pub, n'avait même jamais entendu parler de digital, et pourtant je pense qu'il a une très bonne vision du business de nos clients, il est vraiment capable de les accompagner sur une multitude de sujets. Stay foolish, comme disait quelqu'un d'autre de très connu en l'occurrence. Merci beaucoup messieurs, merci pour ce partage d'expérience et ce retour ensemble sur scène.